Alors, certains observateurs estiment que le mépris, j'allais dire l'arrogance du Parti congolais du travail pourrait se justifier par des pratiques un peu malsaines qu'ils subissent et cela, voilà, a des répercussions. Ils sont devenus insensibles à la misère de la population, aux cris de détresse, voilà, la souffrance des Congolais. Vous partagez cet avis? Ben, c'est un phénomène hilarant, c'est un phénomène quand même assez ubuesque hein, que je découvre, que je vis au Congo, ce phénomène de double cime. N'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tout ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire. C'est une sauvagerie bestiale. Donc, il y a ce phénomène-là de double cime, des hommes, des jeunes, surtout ceux qui sont en politique et qui aspirent à des postes très élevés, qui se livrent à des tenants du pouvoir pour avoir bénéficié des promotions politiques. Mais évidemment, et eux, et ceux qui se livrent à ces pratiques, de telles pratiques, ont été dépersonnalisés. Vous voyez, c'est l'anathème, c'est un blasphème de la vie humaine. Et ça dépersonnalise ces gens qui sont devenus amoraux, qui n'ont plus de personnalité, mais ça se traduit par... Ils sont parfois surpris, on les voit rouler carrosse dans des gros véhicules, mais c'est des voies abîmées, sur des voies totalement abîmées. Ils sont inconscients, insensibles. Évidemment, on se questionne sur ce degré d'insensibilité. Même en Corée du Nord, une dictature soi-disant acerbe, on ne vit pas des choses comme ça. Il y a quand même une déshumanisation, dégénérescence de la personnalité chez l'homme politique congolais. Sans bien sûr nous dévoiler vos stratégies, parce qu'évidemment, on ne met pas ces stratégies à la place publique. Qu'entendez-vous faire concrètement pour faire changer les choses? Il ne reste plus que 10 mois. Non, ma stratégie est claire. Hein. Je n'ai pas besoin de la cacher. Je pense que je vais, et j'œuvre déjà depuis un moment, la mobilisation du peuple, la sensibilisation, la conscientisation du peuple, que le peuple congolais prenne conscience qu'on a affaire à un conglomérat de gastrolâtres, voilà, que nous avons affaire à des canailles, que aussi longtemps qu'ils seront au pouvoir, le pays, rien ne changera. Donc, ma stratégie est toute claire, c'est plaider, c'est mobiliser, convaincre, on se mobilise pour que, et puis c'est en vertu, hein, ce sont des droits qui sont totalement conscients, reconnus par la Constitution congolaise hein, d'octobre, je pense, 2015. Donc, nous allons exercer nos droits constitutionnels pour nous mobiliser, voilà, pour nous rassembler, pour protester contre ces maltraitances sociales et pour, in fine, chasser M. Denis Sassou Nguesso. En fait, vous êtes dans la logique d'élection ou pas élection. Denis Sassou Nguesso doit partir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ben, en effet, c'est bien cela. L'élection à venir est sans enjeu. Je pense l'avoir déjà dit. Donc, le Congo n'a pas besoin d'une énième élection qui sera truquée davantage. Il dit qu'il n'a pas plus de 4% d'intention de vote aujourd'hui. Alors, comment va-t-il gagner cette élection? Ah, et qu'il n'y a que ces orduriers-là, ils sont quoi, peut-être 2%, qui le soutiennent. La majorité des Congolais attendent d'autres candidats, mais qui sont aujourd'hui embastillés, qui sont emprisonnés. On n'attend pas Sassou Nguesso, on n'attend plus. On lui a déjà donné sa chance 40 ans durant. Donc, les Congolais n'attendent pas l'élection. Élection, pas élection, M. Denis Sassou Nguesso doit partir du pouvoir et c'est ça le combat que je porte. Une compatriote hein, congolaise, Marie-Louise Angot, qui a lancé la campagne Surveillez vos voisins. En fait, elle veut dire par là, regardez autour de vous, le moment venu, ben voilà, vous saurez quoi faire, voilà, avec qui partiser, avec qui ne pas partiser, parce que finalement, lorsqu'on arrive vers les élections présidentielles, vous l'avez dit tout à l'heure, on voit apparaître, voilà, comme des champignons d'ailleurs, des opposants entre guillemets qui commencent à
claironner, nous allons participer, on va négocier parce que c'est le seul moyen, c'est la seule voie, mais la seule voie pendant 40 ans, c'est la seule voie, vous dites, il faut aller négocier avec, voilà, celui que vous avez longtemps traité de tyran, de criminel, d'assassin, et maintenant qu'on va vers les élections, vous estimez que vous pouvez maintenant traiter avec ce criminel. Et donc, elle a lancé une campagne comme ça, surveiller les voisins, observez-les, regardez-les, écoutez-les, ce qu'ils disent, pour savoir évidemment qui sont-ils concrètement. Quelque chose à dire à ce sujet, c'est ça? Surveiller les Non, voisins. j'allais juste vous redire que, ouais, ils sont tous le starting block. C'est ça pour des élections qui sont pipées d'avance. Ils savent que M. Denis Sassou Nguesso, comme dans ses habitudes, il va faire ses tours de passe-passe. Mais pourquoi y vont-ils en fait? Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Avec moi sur ce plateau, Jean-Bruce Pambou Malonda, professeur d'université, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien professeur de l'Académie de Paris chargé de recrutement au rectorat, ancien attaché parlementaire sous la législature de Jean-Pierre Tister Tchikeya. Bonjour Jean-Bruce. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci de me donner l'opportunité de m'exprimer une fois de plus sur votre chaîne de télévision. Merci. Merci de participer à ce numéro de Droit de savoir avec en toile le fond l'agitation politique autour de la présidentielle de 2026 qui aura lieu pourtant dans 10 mois. Alors que le pays est plongé dans une crise financière et socio-économique sans égale, le PCT est plutôt préoccupé par la conservation du pouvoir à tout prix. Tant qu'on n'a pas fini, Togotika a pété. Tant qu'on n'a pas fini, Togotika a pété. On en parle aujourd'hui 17 avril 2025. Jean-Bruce Pambou Malonda, ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Le PCT est en pleine campagne électorale avant même la validation officielle des candidatures par la Cour constitutionnelle du Congo et avant le lancement officiel de la campagne électorale de la présidentielle de 2026. Et donc en violation de la loi. Et tout cela se fait avec les moyens de l'État. Sassou Nguesso s'active donc pour un nouveau passage en force. La vérité, c'est qu'il n'a jamais gagné une seule élection démocratique et transparente. 1992 en est un exemple. C'était une catastrophe pour lui. Il n'est même pas parvenu au deuxième tour, ce qui explique d'ailleurs son retour au pouvoir par coup d'État militaire. Il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui était un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple. Conscient donc qu'il ne peut jamais, mais vraiment jamais, remporter une élection transparente. Que vous inspire le maintien de Denis Sassou Nguesso à la tête du pays après 42 ans d'échecs cuisants sur tous les plans? À vrai dire, Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin d'un énième mandat pour en faire quoi? Il a passé, vous l'avez dit, près de 42 ans à la tête de l'État sans aucun résultat probant. La situation du pays est chaotique et totalement désastreuse. J'y suis, donc j'ai l'occasion d'en juger. Monsieur Denis Sassou Nguesso est au cœur d'un système sauvage qui affame les Congolais. Lui et ses orturiers qui
le suivent comme des mouches. Le Congo va mal sur tous les plans, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso fera en 5 ans qu'il n'a pas pu faire en 42 ans, si ce n'est aggraver davantage les maux du Congo? Donc, l'élection présidentielle, c'est un faux problème, c'est une fausse question. Le problème des Congolais, la préoccupation des Congolais n'est pas d'aller vers une élection présidentielle jouée d'avance. Vous l'avez dit aussi, M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection libre et transparente. Il a toujours truqué, tripatouillé les élections, chaque fois. Donc, une élection supplémentaire, un mandat supplémentaire ne servira qu'à approfondir, à torturer davantage. Rien ne va au Congo. C'est un faux débat des questions électorales, même si aujourd'hui on voit comment de nombreux opposants s'agitent pour l'accompagner vers cette énième forfaiture, ce énième braquage électoral. Il a lamentablement échoué et les Congolais n'attendent pas une élection. Les Congolais attendent tout simplement le départ de M. Denis Sassou Nguesso. C'est tout. Nous attendons qu'il parte du pouvoir, qu'il laisse le pays tranquille. Voilà ma réaction à votre question, M. Perra. Vous attendez qu'il parte, qu'il laisse le Congo tranquille. Alors, vous êtes resté longtemps à l'étranger, probablement pour les raisons professionnelles. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un ancien fonctionnaire des Nations Unies. Alors, à l'étranger, vous aviez un discours très tranchant contre le régime Sassou Nguesso. Et depuis un certain temps, vous êtes rentré. Est-ce pour dire vous allez garder, vous resterez cohérent ou ça va peut-être changer d'ici là, surtout que vous êtes sur place? Bon, aucunement. Contrairement à de nombreux opposants congolais, je suis assez constant parce qu'on ne peut pas avoir une autre attitude que celle que j'ai vue en France, à l'étranger, vis-à-vis du pays, tant la situation est désastreuse. Donc, je suis constant. Je suis rentré, vous l'avez dit, au pays parce que je voulais combattre aux côtés des Congolais. C'est une démarche volontaire, libre. Je ne pouvais plus supporter de voir mon pays dans cette situation. Donc, il fallait que je porte le combat sur place. C'est bien ce que font nos collègues qui sont à l'étranger, mais j'ai fait le choix de porter le combat sur place. Donc, je garderai la même hargne, la même ferveur pour combattre ce système barbare, ce système qui tue les Congolais. Donc, c'est volontairement que j'ai été de tout le pays pour combattre, pour faire avancer la cause des Congolais. Mais depuis que je suis rentré, je vous assure que la situation est désastreuse. La situation est chaotique. Je me demande comment est-ce que je salue la bravoure des Congolais parce que vivre au Congo, il faut vraiment le faire. Vivre au Congo ne donne pas envie de rester au Congo, justement. Je pense que la situation socio-économique, politique, sécuritaire est telle que les Congolais ont envie de sortir, mais malheureusement, nous avons déjà été à l'étranger et je pense qu'on va capitaliser tout ce que nous avons eu à accumuler, à collectiviser, à apprendre là-bas pour que ça change, donc pour être quand même au cœur, à l'origine du changement. Donc, porter justement cet effort qui va faire que M. Denis Sassou Nguesso s'en aille et quitte le pouvoir définitivement pour donner sa chance au Congo de se développer, parce que les Congolais ont droit à une vie meilleure, à un sort meilleur que celui qu'il a jusqu'ici réservé. Évidemment, pour avoir évidemment ce meilleur sort, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut naturellement un changement radical du système politique actuel. Quelle pourrait être donc votre participation, votre implication dans ce combat politique pour changer les choses? Alors, je pense qu'un des constats tristes que j'ai fait au Congo, c'est que la plupart des opposants se trompent de combat politique. Et l'enjeu, cette élection de 2026 présidentielle est sans enjeu. On sait qu'elle est pipée d'avance. Les gens vous parlent du rassemblement de l'opposition. Non, mais les Congolais n'attendent pas ça. L'opposition a toujours du mal à se rassembler parce que infiltrée, parce qu'il y a des chevaux de Troie. On sait comment fonctionne ce pouvoir-là, hein, qui a domestiqué la plupart des opposants et ces opposants gloutants, ces girouettes nauséabondes qui se retrouvent ça et là, qui font le jeu de pouvoir. On sait que seront toujours présentes ces personnes-là pour désarticuler, pour déstabiliser l'opposition. Ça n'est pas une question de rassemblement. Le peuple n'a que faire que
ses opposants, pour la plupart traîtres, qui trahissent le peuple, se rassemblent ou pas. Le peuple demande le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Et je pense que je serai le héros, le porte-parole de ce message-là au Congo. Et c'est la lutte que j'ai choisi de mener contre le pouvoir, pour que M. Denis Sassou Nguesso et ces orduriers qui affament, qui détruisent le peuple congolais, s'en aillent définitivement, qu'ils quittent le pouvoir et qu'ils rendent des comptes au peuple congolais. C'est là, ça, le combat que le peuple congolais a. C'est ce qui va dénouer la situation, va permettre quand même aux Congolais de vivre une forme de prospérité, une forme de bien-être que le peuple attend depuis longtemps. Donc, je pense qu'au Congo, les gens se sont trompés de combat. Et moi, le combat que je mènerai, ce n'est pas le rassemblement de l'opposition, ce n'est pas qui doit participer à l'élection présidentielle ou pas. C'est plutôt œuvrer pour la mobilisation populaire, pour la désobéissance civile, pour le départ de M. Denis Sassou Nguesso, ce dictateur sanglant qui a vampirisé l'avenir des générations des Congolais. Donc, on ne peut pas continuer à l'observer. Il est arrivé un moment, et c'est vrai que les Congolais se sont montrés très couards. Hein, l'inertie, l'attentisme des Congolais a fait que M. Denis Sassou Nguesso et tous ces factotums se permettent de faire ce qu'ils ont fait, de mépriser les Congolais. Mais je pense qu'il est temps pour les Congolais de prendre le taureau par les cornes, le courage après le corps, de se lever, se dresser comme un seul homme pour emporter les remparts de cette barbarie qui devient insupportable. Venez à Brazzaville, vous constaterez avec moi que toutes les voies, toutes les routes sont délabrées, que l'économie nationale ne fonctionne pas, que les structures de santé de base, les structures sociales de base n'existent pratiquement plus. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Le seul commerce qui marche au Congo, c'est l'industrie de la mort. On ferme des cimetières pour rançonner ce qui reste des Congolais après qu'on ait augmenté le prix du carburant, excusez-moi, après que le prix du transport, des transports ait augmenté, après que les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires ait augmenté. En fait, la situation est intenable et une fois de plus, je salue la bravoure, le calme des Congolais. Vous voulez parler de la résilience des Congolais, mais je crois justement la résilience des Congolais qui continuent à supporter de vivre dans de telles conditions. Mais je pense que mais une résilience, pendant que vous en parlez, Jean-Bruce Pambou Malonda, une résilience des Congolais ou la résilience des Congolais, jusqu'à quand concrètement? Parce que là, vous l'avez dit tout à l'heure, que la situation est intenable au Congo-Brazzaville. Ben justement, trop, c'en est trop, et c'est le message que personnellement, avec quelques camarades, les opposants éclairés, que nous essayons de porter et que nous allons porter pour que les Congolais se mobilisent pour descendre dans la rue, pour que nous nous rassemblons partout où cela est possible, dans les églises, dans les écoles, dans les marchés, dans les administrations, pour faire entendre le sang, la cloche, carillonner la cloche de la liberté pour libérer le Congo, pour bouter hors d'état de nuire ce système macabre, ce système mafieux, ces délinquants. C'est pas possible. Je n'en reviens pas. C'est ahurissant de voir, de constater que le premier délinquant, le premier hors-la-loi, le premier fauteur de troubles du Congo, c'est le président de la République lui-même, celui-là même qui est censé protéger le respect de la Constitution. Mais c'est inimaginable, on n'a jamais vu ça. Et pourquoi diable allons-nous continuer à l'observer sous le prétexte qu'il brandit la menace? C'est la même politique depuis des décennies, la politique d'intimidation, de terreur, de menace, de meurtre, de privation. Non, trop c'en est trop. Je pense que nous autres sommes immunisés contre ces formes d'intimidation, cette forme de couardise. En fait, il y a les dictateurs sanglants comme le nôtre ne sont que des couards. Voilà, ils cachent leur faiblesse derrière cette méchanceté, cette dureté. Je pense que nous devons nous montrer intraitables. Je pense que intransigeant, il faut beaucoup de fermeté par rapport à M. Denis Sassou Nguesso et ses affidés, bien sûr.
pour les bouter dehors. Je répète, M. Denis Sassou Nguesso doit partir du pouvoir. Nous allons le chasser. Et je le dis de Brazzaville, j'assume mes propos. Dans le chasser, les Congolais n'attendent rien, absolument rien de bon de lui. Un énième mandat présidentiel ne serait qu'à enfoncer davantage à la République. Donc, c'est le combat, c'est le message que j'adresse à l'ensemble des citoyens congolais, que nous sommes ici au Congo, présents à côté d'eux pour nous organiser, pour faire en sorte que M. Denis Sassou Nguesso quitte le pouvoir. C'est ça le vrai problème, la vraie question. Je répète que ça ne sont pas les élections. Ça n'est pas le rassemblement de l'opposition parce que tellement il y a de faux opposants. Le problème des Congolais, c'est que M. Denis Sassou Nguesso s'en aille. Je pense qu'il est temps. Oui, mais Jean-Bruce Pombou Malonda, pendant que vous parlez des opposants, c'est le constat qu'on fait ces derniers moments, ou ces derniers temps, c'est que, voilà, vous êtes entré dans un jeu de ping-pong où c'est un tel qui est vrai, l'autre qui n'est pas vrai, appel au rassemblement des vrais opposants. Tout ce discours, c'est bien, mais est-ce qu'il était opportun en cette période-ci, bien entendu, où les Congolais attendent un changement radical, comme vous l'avez dit? Est-ce que c'est le moment de se jeter les pierres entre opposants pour chercher à comprendre qui fait quoi, ou sinon, c'est le moment de passer à l'action, non? Mais on est d'accord, j'en conviens totalement. Mais nous avons affaire à des faux opposants, des gloutons. Ces soifards, ces gastrolactes qui, pour la plupart, sont fabriqués, orchestrés et mis en route par le pouvoir en place, par le ministère de l'Intérieur, par la présidence du Sénat, par les caciques du PCT. Tout ça, c'est en vue de la conservation du pouvoir. On connaît ce jeu-là, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Les opposants qui ont servi un pouvoir, des gens qui ont servi un pouvoir, qui du jour au lendemain se retrouvent dans un autre, ils sont nombreux au Congo. Ce sont des gens peu crédibles. Oui, mais voilà pourquoi je disais, Jean-Bruce Pamaloba, je vais être peut-être précis, voilà pourquoi je disais que de se taper ou de se jeter les pierres comme ça, est-ce qu'il n'est pas temps de passer à l'action? Parce que c'est ça le problème. On a beau dire X ou Y sont des faux opposants, d'accord, encore on peut leur concéder, c'est leur choix, mais ceux qui se disent des vrais opposants, pourquoi ne pas passer à l'acte maintenant? Oui, mais lesquels vont passer à l'action? Mais c'est sur le terrain qu'on mesure justement la sincérité d'un opposant. Je pense que quand on décide de servir son pays, on prend des risques, un minimum de risques. Et ils ne sont pas nombreux les opposants qui prennent des risques. Et ça s'entend. Et ça en dit long sur le fond de leur pensée, ça en dit long sur ce qu'ils sont réellement. Ils ne passent pas à l'action parce qu'ils cautionnent ce qui se passe. Ils font semblant de s'opposer au régime en place, mais le soir, ils se retrouvent, ces boutiquiers-là, pour se partager le gâteau. Donc, l'attentisme qui est celle de la plupart des opposants, c'est un attentisme coupable, c'est une forme de culpabilité, c'est fin, c'est à dessein. Les gens font exprès de se tromper de lutte. Nous savons que le problème, c'est bien M. Denis Sassou Nguesso, mais on est en train d'en fumer le peuple, de le divertir. Donc, ils ne passent pas à l'action, tout simplement parce qu'ils n'y croient pas. Voilà, ils ne croient pas en eux-mêmes. Et il y en a qui sont anesthésiés par la peur, par la couardise. Moi, je le leur concède, hein. Je leur concède, mais moi, je ne suis pas de ce genre. Voilà, vous, à votre niveau, sans bien sûr nous dévoiler vos stratégies, parce qu'évidemment, on ne met pas ces stratégies à la place publique. Qu'entendez-vous faire concrètement pour faire changer les choses? Il ne reste plus que 10 mois. Non, ma stratégie est claire, hein. Je n'ai pas besoin de la cacher. Je pense que je vais, et j'œuvre déjà depuis un moment, la mobilisation du peuple, la sensibilisation, la conscientisation du peuple, que le peuple congolais prenne conscience qu'on a affaire à un conglomérat de gastrolâtres, voilà, que nous avons affaire à des canailles, que aussi longtemps qu'ils seront au pouvoir, le pays, rien ne changera. Donc, ma stratégie est toute claire, c'est plaider, c'est mobiliser, convaincre, on se mobilise pour que, et puis c'est en vertu, hein, ce sont des droits qui sont totalement conscients, reconnus par la Constitution congolaise hein, d'octobre, je pense, 2015. Donc nous allons exercer nos droits constitutionnels pour nous mobiliser, voilà, pour nous rassembler, pour protester contre
ces maltraitances sociales pour, in fine, chasser M. Denis Sassou Nguesso. En fait, vous êtes dans la logique d'élection ou pas élection. Denis Sassou Nguesso doit partir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ben, en effet, c'est bien cela. L'élection à venir est sans enjeu. Je pense l'avoir déjà dit. Donc, le Congo n'a pas besoin d'une énième élection qui sera truquée davantage. Il dit qu'il n'a pas plus de 4% d'intention de vote aujourd'hui. Alors, comment va-t-il gagner cette élection? Et qu'il n'y a que ces orduriers-là, ils sont quoi, peut-être 2%, qui le soutiennent. La majorité des Congolais attendent d'autres candidats, mais qui sont aujourd'hui embastillés, qui sont emprisonnés. On n'attend pas Sassou Nguesso, on ne l'attend plus. On lui a déjà donné sa chance 40 ans durant. Donc, les Congolais n'attendent pas l'élection. Élection ou pas élection, M. Denis Sassou Nguesso doit partir du pouvoir et c'est ça le combat que je porte, personnellement. Alors, la situation socio-économique, vous en avez déjà presque parlé, elle est catastrophique, tout le monde le sait. Quelques éléments factuels, évidemment, en témoignent, hein, pas d'eau potable, pas d'électricité stable, les villes sont toutes sales d'ailleurs, dans une insalubrité notoire. Et je vous propose de suivre un reportage relatif, question de remettre aussi nos chers internautes dans le contexte. Suivez ce qui se passe au Congo-Brazzaville, notamment dans le cadre d'insalubrité des grandes agglomérations du pays. Le marché de Kwiku, l'un des plus importants de l'arrondissement numéro 4, fait face à des graves problèmes d'insalubrité qui inquiètent commerçants et riverains. Depuis plusieurs mois, l'accumulation des ordures, le manque d'assainissement et les conditions d'hygiène précaires sont devenues un véritable fléau dans cet espace commercial. Dès l'entrée du marché, une odeur pestilentielle se fait rapidement sentir. Des déchets organiques, des évendus et divers détritus s'accumulent dans les allées. Les bacs de récupération des ordures sont retournés. Mais puis nous voiture à Verda bobomi ango. Colombie bato ba kwa poubelle la wate. Mettez la dimotion à poubelle pour ça ba table bato batek. Opo no kopia bato malade, opo no kotika bato ba en bon état. L'hôpital kuna bato gratuité hein. Il faut qu'on foute la consultation 5 000. Pour un docteur à Dombango wana. Qui s'y faut somba, même bon ezate. Poto tika baninga na kata souffrance. Pour bangisa situation baninga. Est-ce que pour te beta bino ba kondima boko to ko le l'envers bino tozo te ka trop na kata salite to na kata pasi bangushu banzinzi bato bazo lia na kata salite nzinda uti na poubelle ko kweli ko la kwango motazo lia tango azo lia ngo wana corona o yani ata na bino moko no boto biso solution to ko nzima to te na kata poubelle te bato la mairie tous les jours bato ka biso ba bien na kata zan ba balayage bato ka ba bien na kata zan topia mbango pona pas cité topia parce que tolingi toza la propre toza les sika moko tranquille donc tozo pia mbango mais tozo à l'aise mais poubelle y avec ma sa kufwa ou bien avec ma semaine kufwa ça na sous la poubelle et là là vous devez peka avec ma semaine kufwa ça na sous la poubelle mais na wa beto beto mezonza si ba ka plus ba poubelle beto ka foutu balayage imeni beto ka foutu tous les jours beto ka ça. Plusieurs commerçants témoignent que le manque de collecte des déchets par les services municipaux est une réalité indéniable. Pour que nous continuions à vivre dans ces conditions-là, nous n'avons pas besoin de vivre dans ces conditions-là parce que tous les jours, nous payons 2 collectes la journée. Tous les jours, ils nous collectent pour la mairie, ils nous collectent pour le comité du marché, ils nous collectent pour la femme, la régisseur. Et le gouvernement doit intervenir. Le gouvernement doit intervenir. L'insalubrité croissante du marché pose de sérieux risques pour la santé publique. Les bactéries et autres agents pathogènes prospèrent dans cet environnement. Les maladies d'origine hydrique et les infections alimentaires sont des préoccupations majeures. Les vendeurs et clients se disent inquiets de la qualité des produits qu'ils vendent et achètent dans ce cadre peu hygiénique. Tous les jours, de toute façon, nous mettons ça à 2 tables, il faut qu'on fasse ça 200. Elle a raté 2 jours, on a fait ça tous les jours. Du soulou que moi, Bambi, c'est qu'il y a un funguka, à Banzi. Partout Banzi. Mais tu
À côté de cela, le réseau routier totalement délabré. Je vous propose également de suivre ce reportage avant de faire réagir notre invité. Suivez. L'impraticable réseau routier en République du Congo est un talon d'Achille au développement du pays. Pour s'en rendre compte, il suffit d'effectuer une virée dans certains quartiers des deux villes tels que Pékamfilou, Ngamakoso à Brazzaville, ainsi qu'au quartier Fontiti à Pointe-Noire pour constater que ces routes ressemblent plus à des pistes d'éléphants qu'à des voies urbaines. Construite dans le cadre de permettre la circulation aisée des personnes et des biens, l'état dégradant des routes au Congo devient un phénomène inquiétant pour les usagers congolais, surtout pour les conducteurs victimes des crevaisons et des embouteillages intenses. Face à cette situation, un habitant du quartier Mpékamfilou nous dit ce qui suit. Mais comment on peut vivre comme ça? C'est pas sérieux. Vous prenez les gens à donner l'argent, les gens vont prendre l'argent dans leur poche. C'est le peuple congolais qui subit. En cas de malade, comment tu peux faire heure tardive pour trouver le moyen? Virez par un filou, vous rentrez par là jusqu'à pour aller à Makela ou le CHU. Mais c'est pas sérieux. Étant donné que l'état des routes en République du Congo nécessite une réhabilitation, le ministre en charge de la communication, à l'occasion de la quinzaine du gouvernement, a répondu concernant ce fléau. L'état de dégradation de certaines voies urbaines ou périurbaines est parfois préoccupant et nécessite des travaux de réhabilitation. Vous n'aurez pas manqué de remarquer là également que la dureté des temps, les difficultés financières du pays ralentissent le programme d'entretien, voire de réhabilitation de ces voiries urbaines ou périurbaines. Le système de santé, vous l'avez déjà dit, est à terre. Le taux de mortalité est très préoccupant. D'ailleurs, l'école est en lambeaux. Plus de 70% de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Vous l'avez aussi déjà dit. Dans la même période, le gouvernement Mwamba II, qui avait lancé un SOS, promettait alors l'ouverture d'une ligne budgétaire de l'ordre de 100 milliards de francs CFA qui serait alimentée par différents legs et dons en provenance des partenaires. Cette ligne budgétaire servirait à soutenir les entreprises qui ont subi de plein fouet le désastre économique à travers la task force. Mais jusqu'à ce jour, que des beaux discours de la part des gouvernants rétorquent les chefs d'entreprise de la capitale économique interrogés à ce sujet. Et depuis, le langage du gouvernement a changé. L'expression task force a disparu de leur discours. Des gouvernants insensibles face à la montée de la pauvreté au sein des populations à en comparer avec des beaux discours et des belles promesses faites à la moindre occasion. Et aujourd'hui, les familles, il faut le dire comme ça, les familles congolaises n'ont que très difficilement un repas par jour. Donc, une population qui a été réduite, c'est le cas de le dire, en esclavage. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, Jean-Bruce Pambou-Malonda, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude arrogante et méprisante, j'allais dire, affichée par le Parti congolais du travail qui, malgré tout ce tableau sombre, mais se réjouit plutôt de son bilan et pense qu'il faut un nouveau mandat pour leur champion, s'il faut l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord la peur de rendre des comptes parce qu'ils savent qu'ils ont tellement volé, tellement mal fait. Bientôt, nous allons à l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Ils ont mal gouverné durant tout ce temps et qu'ils ont peur de rendre des comptes. La seule façon pour eux de ne pas rendre des comptes, c'est de s'arc-bouter au pouvoir. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est des opposants qui sont mollassants, hein, qui sont d'une même molle. Voilà, donc c'est ceux qui sont d'une certaine duplicité aussi, qui font le jeu de pouvoir. Vous savez que l'opposition est sérieusement infiltrée par
par le pouvoir en place. Donc, ces opposants-là qui sont supposés défendre les droits et libertés des Congolais, qui pactisent avec le pouvoir. Et la troisième raison, c'est que ils ont réussi quand même à intimider le peuple congolais. Ils brandissent l'épouvante de la menace tout le temps et le peuple a peur. Parce que ce sont des barbares qui parfois n'hésiteraient pas à tirer sur les peuples. Vous me poserez certainement la question, mais est-ce que moi qui parle, je n'ai pas peur? Je vous répondrai tranquillement, que peut me faire un homme si Dieu est avec moi? Voilà, donc il y a forcément des gens comme moi, dans une nation, dans un pays, qui prennent des risques à la place des autres. Et ce risque-là, je l'assumerai. Donc Mais nous avons affaire à des gens... est-ce que vous pensez que la peur du peuple congolais se justifie lorsqu'on sait qu'ailleurs, les autres se sont libérés parce qu'évidemment, ils ont eu à braver des régimes beaucoup plus tyranniques que celui de Brazzaville? Est-ce que la peur de la population congolaise se justifie? Oui et non. Oui et non, parce que ce pouvoir totalitaire, cette tyrannie est très perfide, s'est arrangé à infiltrer tous les partis, donc avoir des représentants, c'est flibustier dans toutes les structures et même dans les familles, et qui finalement essaient d'étouffer toute velléité de s'organiser. Ben, je dirais non. Pourquoi? Parce que, évidemment, le peuple congolais doit prendre ses responsabilités. Ben, vous savez que chaque peuple est toujours conduit, dans chaque peuple, il y a un leader. Donc, que ces leaders-là, qui aspirent à la liberté, qui aspirent au bonheur, au bien-être social, ben, se lèvent. Voilà. Donc, ils se lèvent, qu'ils se tiennent debout pour faire changer les choses. Mais le peuple congolais, dans l'ensemble, je dois dire, a pris conscience. Le Congolais d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Je pense qu'il a été forgé, formé par les souffrances, les difficultés, les brimades qu'on lui a fait subir, en inifigé, en endurci, en radicalisé le peuple congolais, et de nombreux Congolais sont prêts à prendre des risques, à donner leur sang à boire et leur chair à manger pour la libération du Congo. Et croyez-moi que 2026 ou la fin 2025 connaîtra des grands chamboulements. Et nous sommes prêts pour y participer activement. Alors, certains observateurs estiment que le mépris, j'allais dire l'arrogance du Parti congolais du travail pourrait se justifier par des pratiques un peu malsaines qu'ils subissent, et cela, voilà, a des répercussions. Ils sont devenus insensibles à la misère de la population, aux cris de détresse, voilà, la souffrance des Congolais. Vous partagez cet avis? Ben, c'est un phénomène hilarant, c'est un phénomène quand même assez ubuesque hein, que je découvre, que je vis au Congo, ce phénomène de double cime. N'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire. C'est une sauvagerie bestiale. Donc, il y a ce phénomène-là de double cime, des hommes, des jeunes, surtout ceux qui sont en politique et qui aspirent à des postes très élevés, qui se livrent à des tenants du pouvoir pour avoir bénéficié des promotions politiques. Mais évidemment, et eux, et ceux qui se livrent à ces pratiques, de telles pratiques, ont été dépersonnalisés. Vous voyez, c'est l'anathème, c'est un blasphème de la vie humaine. Et ça dépersonnalise ces gens qui sont devenus amoraux, qui n'ont plus de personnalité, mais ça se traduit par... Ils sont parfois surpris, on les voit rouler carrosses dans des gros véhicules, mais c'est des voies abîmées, sur des voies totalement abîmées. Ils sont inconscients, insensibles. Évidemment, on se questionne sur ce degré d'insensibilité. Même en Corée du Nord, une dictature soi-disant acerbe, on ne vit pas des choses comme ça. Il y a quand même une déshumanisation
dégénérescence de la personnalité chez l'homme politique congolais. Voilà. Et l'argent facile, la part du gain fait que beaucoup de jeunes, malheureusement, se livrent à ce phénomène. Ça aussi, je pense que c'est une raison qui explique pourquoi ceux que nous attendons normalement à un certain niveau pour faire avancer la cause des Congolais, pourquoi ces personnes-là sont attentistes, sont immobiles, totalement anesthésiées par leur propre pratique. Et tout ça, je pense que le pouvoir en place, la tyrannie de Brazzaville a insufflé ce genre de pratique pour continuer à se maintenir au pouvoir. Voilà, ça procède quand même de ces stratégies-là sordides prônées par le pouvoir en place. Et vous avez raison, c'est l'une des raisons qui fait que voilà, les gens ne se mobilisent pas. Voilà. Ils veulent et donc, endormis. Si je vous ai bien compris, c'est parce qu'évidemment le Congo serait pris en otage par cette catégorie des gens, s'il faut le dire comme ça, qui subissent en fait des pratiques rituelles, j'allais dire honteuses, et qui les déshumanisent, ce qui fait que finalement ils ont l'impression de bien faire les choses, mais curieusement prennent plaisir aux souffrances de la population parce que ils n'ont plus rien d'humain, c'est ça. Le fait de passer par, évidemment, ce genre de pratique, on a l'impression que voilà, le monde doit fonctionner comme eux, ils le pensent, et que la souffrance de la population congolaise est une jouissance pour eux. C'est une défaite de l'esprit. C'est une défaite, c'est des couards, en fait, qui s'abritent devant ces pratiques inhumaines. Ce sont des hommes qui n'arrivent pas à affronter la vie avec les mêmes armes que les autres, qui font recours au fétichisme, à la magie noire. Ils sont dans tout ce qu'il y a de vilain, d'occulte, tout ce qu'il y a de sanguinaire. Vous voyez, et je vous dis que le pays est à l'image de ces personnes, de ceux qui nous gouvernent. Hein. L'insalubrité qui règne au Congo, Brazzaville. Le Congo, c'est un gros dépotoir, c'est une grosse poubelle, mais parce que le Congo est justement géré par des poubelliers. Le Congo est à l'image de ceux qui le gouvernent. Le Congo est à l'image de ceux qui les gouvernent, et donc pour bien comprendre ceux qui gouvernent le Congo-Brazzaville, il suffit d'observer ce qui se passe au Congo, c'est ça. En effet. Merci. Alors, est-ce qu'on peut aussi penser que le problème du Congo, c'est d'avoir laissé aussi le général putschiste Denis Sassou Nguesso s'installer au pouvoir en 1997, mais aussi d'avoir manqué de revendiquer les vrais résultats de la présidentielle de mars 2016. Bon, alors, vous voyez, ça, c'est de la responsabilité quand même de nos aînés. Et c'est ce que je déplorais tout à l'heure, cette duplicité des hommes politiques. Je pense qu'il leur en manque de cran. C'est une occasion ratée. Aujourd'hui, monsieur le général Jean-Marie Michel Mokoko, un prisonnier politique embastillé dans les geôles d'un Pilat. Aujourd'hui, plus personne n'en fait cas. Ces boulimiques-là, justement, ceux qui sont animés, hantés par cette boulimie compulsive, qui se montrent totalement amnésiques vis-à-vis de lui, l'ont totalement oublié. Ils ont tourné le dos, alors que c'était un candidat tout fait. Je vous assure que c'est le seul dont M. Denis Sassou Nguesso a peur. C'est assez quand même désopilant de constater qu'un général d'armée a peur d'un général de division. M. Denis Sassou Nguesso a eu peur bleu. C'est une phobie. L'idée de savoir la perspective de la libération prochaine de monsieur du général Jean-Marie Mokoko, que j'appelle le phénix, puisque ce monsieur-là renaîtra de ses cendres un jour. Cette idée-là rend le pouvoir en place et certains opposants fous. Donc, c'est une occasion ratée. 2016 est une occasion ratée, mais par nos aînés, par la duplicité, par le double jeu de d'opposants, corrompus d'ailleurs. Vous savez que nous avons aussi perdu un frère, hein, un peu plus tard, Guy Brice Parfait Kolila, qui était évidemment en pole position à l'occasion de cette élection-là. Donc, il y a eu malheureusement des personnes vaillantes, mais le pouvoir a réussi à mettre la main sur ces personnes pour étouffer l'opposition.
Ben, aujourd'hui, on observe la naissance, on vit la naissance de la gnognotte à laquelle ces opposants de façade fabriqués à la va-vite, à laquelle justement, auquel le pouvoir croit, avec qui Bon, il mais veut je faire crois l'association. que et là aussi, il faut qu'on arrive à, je pense ça, enfin, c'est une proposition. Il faut qu'on arrive à les identifier et à les nommer désormais par des courtisans que de les appeler par opposants, parce que lorsqu'on dit opposants ou faux opposants, généralement ça crée la confusion, parce que parmi ces opposants, il y en a qui sont vrais, qui ont prouvé, qui ont démontré qu'ils sont vrais et ils sont encore là, capables de refaire évidemment, voilà, de réitérer ce qui s'est passé bien sûr en 2015, pourquoi pas, malgré la trahison. Et parce que lorsqu'on dit opposant, faux opposant, opposant radical, républicain, en fait c'est une confusion totale. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des courtisans. Ça, il faut qu'on arrive à les nommer comme tels. Ce sont des courtisans du pouvoir fabriqués comme ça. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je vais vous citer un cas quand même assez curieux, puisqu'il faut nommer certaines personnes. Comment expliquez-vous que quelqu'un, qu'un opposant, un prétendu opposant, voilà, un prétendu opposant, voilà, qui est resté plus de 20 ans à l'Assemblée nationale, je veux dire, au secrétariat, il était deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, qui a un seul député, et le seul député de son parti, c'est lui-même, mais qui réussit à se hisser au perchoir pratiquement d'une Assemblée nationale où le pouvoir en place les majoritaires. Par quelle magie, M. Kinoubi Kiambungu, je cite les noms, peut-il expliquer au peuple congolais comment il a fait pour se hisser au perchoir de l'Assemblée nationale pendant près de 20 ans, voté par le PCT, lui qui est soi-disant opposant. Vous voyez, il y a des faits quand même contradictoires comme ça qui appellent notre attention. Et aujourd'hui, c'est la même personne qui prétend être le porte-parole, le porte-étendard de l'opposition. Les gens comme les Claudine Mounari, je suis désolé, je les cite parce que je pense que c'est aussi ça les hommes politiques. Il faut qu'on apprenne à les démasquer. Les gens comme les Claudine Mounari, les gens comme les Tsassima Biala, qui ont servi, qui ont été des lieutenants de Pascal Lissouba. Mais vous manquez de personnalité pour servir, après avoir servi Pascal Lissouba, vous servez Denis Sassou Nguesso, vous revenez à l'opposition, c'est à croire qu'il n'y a que vous qui agissez le pays. Mais c'est pourquoi le peuple congolais aussi s'est découragé. Et c'est ce genre de personnes-là, il faut qu'on apprenne à nous en débarrasser. Quand je vous parle de nous débarrasser de M. Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas que lui. M. Denis Sassou Nguesso a été accompagné dans sa forfaiture par de nombreux opposants qui sont sur place, de nombreux traîtres qui ont trahi le peuple congolais. Il n'y a pas que M. Denis. Il faut faire un toilettage, un nettoyage, il faut décrotter l'échiquier politique national pour qu'on vive au moins de meilleures heures. Quand même, trop, c'en est trop. Et ils sont nombreux comme ça, qui tuent la démocratie au pays, qui tuent la société congolaise. Et bon, après, ils se défaussent tous sur le président de la République, le dictateur. Bien sûr, moi, je ne le dédouane pas, hein. Je ne l'exonère pas sur ses responsabilités, sa culpabilité. J'ai toujours dit que c'est le premier responsable et il doit partir du pouvoir et rendre des comptes. Mais il n'y a pas que M. Denis Sassou Nguesso qui doit rendre des comptes. Il n'y a pas que lui qui doit rendre des comptes. Il y a aussi des opposants qui doivent rendre des comptes. Tout à fait. Merci Jean-Bruce Pombou Malonda, évidemment, puisque vous en parlez, je vais rappeler ici, il y a également une compatriote congolaise, Marie-Louise Angot, qui a lancé la campagne « Surveillez vos voisins ». En fait, elle veut dire par là, regardez autour de vous, le moment venu, ben voilà, vous saurez quoi faire, voilà, avec qui partiser, avec qui ne pas partiser, parce que finalement, lorsqu'on arrive vers les élections présidentielles, vous l'avez dit tout à l'heure, on voit apparaître, voilà, comme des champignons d'ailleurs, des opposants entre guillemets qui commencent à claironner, nous allons participer, on va négocier parce que c'est le seul moyen, c'est la seule voie, mais la seule voie pendant 40 ans, c'est la seule voie, vous dites, il faut aller négocier avec, voilà, celui que vous avez longtemps traité de tyran, de criminel, d'assassin, et maintenant qu'on va vers les élections, vous estimez que vous pouvez maintenant traiter avec ce criminel. Et donc, elle a lancé une campagne comme ça, surveiller les voisins,
observez-les, regardez-les, écoutez-les, ce qu'ils disent, pour savoir évidemment qui sont-ils concrètement. Quelque chose à dire à ce sujet, c'est ça? Surveillez-les. Non, j'allais juste vous redire que, vous voyez, ils sont tous le starting block. C'est ça pour des élections qui sont pipées d'avance. Ils savent que M. Denis Sassou Nguesso, comme dans ses habitudes, il va faire ses tours de passe-passe. Mais pourquoi y vont-ils en fait? Pourquoi? Je demande au peuple congolais, je veux appeler l'attention du peuple congolais sur l'attitude de ces faux opposants. Pourquoi est-ce que cet enfant-là de Bio Pango, parce qu'il veut l'accompagner, papa, qui a pris l'habitude qui veut réunir les enfants de ses anciens amis, qu'il a bourrelé aussi. Vous voyez, les enfants de Lissouba, ils sont à l'Assemblée, l'enfant de Tister, il est là. Donc, il prend tous les enfants de ses 100 compagnons de lutte pour continuer à perpétuer le même système. Voilà. Donc, le Congolais n'est pas dupe. Le pays ne peut pas se résumer à ces personnes-là. Je pense que leurs parents, leurs pères ont prouvé au Congo qu'ils étaient incompétents. Ils n'ont rien apporté aux Congolais. Parce que si aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso est présent, c'est aussi à cause d'eux. Donc, ils doivent quand même porter la croix de leur part. Donc, ils n'ont pas à venir donner les leçons aux Congolais pour des rassemblements farfelus, alors qu'il y a une opposition quand même constituée ici. Il y a une fédération de l'opposition qui fonctionne tant que mal, qu'ils ont tous déserté parce qu'ils veulent aller à la mangeoire. Voilà, donc ces opposants de façade, ces opposants fabriqués à la va-vite du pouvoir, qui tuent leurs amis, qui tuent leur vis-à-vis et sont très dangereux, il faut s'en méfier. Et sur le message, je passe au peuple congolais de ne pas les suivre dans tous les cas. Cette élection pour nous, elle n'aura pas lieu. Nous allons la combattre, nous allons nous mobiliser, nous allons descendre les rues pour barrer la voie à Sassou et à tous ceux qui l'accompagnent dans cette forfaiture. Merci Jean-Bruce Pambou Malonda. Surveillez les voisins, c'est la campagne dont sépare, je rappelle, Marie-Louise Ango. Alors, nous allons donc terminer par probablement un rappel. Vous avez amorcé la question. Ce sont les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville, en rappelant bien sûr le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, qui sont tous deux les anciens candidats à la présidentielle de mars 2016. Mais ici, je vous laisserai donc le temps probablement d'interpeller, pourquoi pas, la diplomatie française, j'allais dire une diplomatie double standard. Nous observons, nous voyons comment ça se passe lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de certains opposants ailleurs, partout, à travers le monde. La France est très exigeante, elle est active. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit du Congo-Brazzaville, probablement à cause des intérêts pétroliers et d'autres, bien sûr, à ce moment-là, on sent, on observe et on voit comment la France est complaisante à ce niveau-là. Alors que nous avons évidemment des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. La pudeur. Là encore, ce sont les deux que nous rappelons tout le temps, mais il y en a beaucoup d'autres, des jeunes qui croupissent encore en prison, qui ont été arrêtés lors, évidemment, du référendum, c'est-à-dire le coup d'État constitutionnel de 2015, qui croupissent encore en prison. Oui, mais bien, vous l'avez dit, la pudeur de la France par rapport au régime, la dictature en place s'explique par les intérêts pétroliers. Ce sont les intérêts pétroliers. Monsieur Denis Sassou Nguesso passe son temps à blasphémer, à gager, à donner des contrats léonins aux Français. Les Français sont donc à cœur joie. La France qui se prétend un pays démocratique, évidemment, qui joue ce double jeu, ce double standard. Voilà, standard vis-à-vis des opposants, vis-à-vis des pays. On voit bien comment ils sont en train de s'acharner à défendre Zelensky en Russie, mais pourquoi il ne peut pas avoir une telle attitude avec un dictateur, un alligator qui est resté des décennies durant au pouvoir? Pourquoi? Mais ce sont les intérêts pétroliers. Ils n'ont que faire de sort de Congolais. Les Français, la France n'a que faire de sort de Congolais. C'est pourquoi la libération. Pour, Maurice Kamto, le Camerounais, ils ont aussi le temps pour Navalny, le Russe, et voilà. Mais quand il s'agit du Congo-Brazzaville, qui est un partenaire d'ailleurs traditionnel pour la France, là, on ne dit plus rien, alors que la France est bien consciente que le général Jean-Marie Michel Mokoko
est en prison, c'est un prisonnier politique. C'est pourquoi les Congolais ne doivent pas compter sur la France pour la libération du pays. Et je ne compterai pas sur la France, on n'attendra pas la France. Et je pense à la libération de Jean-Marie Michel Bokoko et de tous les autres prisonniers politiques. Cette libération, c'est notre combat. C'est nous qui devons porter ce combat et nous sommes vent debout. Et je reviens sur ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Le combat qui est le nôtre, c'est la libération des prisonniers politiques. C'est anormal qu'on les maintienne en prison. C'est des citoyens congolais qui doivent vivre de leur vraie liberté. Le délit pour délit d'opinion, c'est simple. Ils ont été emprisonnés simplement parce qu'ils ont pris des positions qui sont contraires à celles prônées par le pouvoir en place. Et aujourd'hui, on constate que la plupart des opposants les oublient, les ignorent, et ça n'est pas normal. C'est notre combat. Le deuxième combat, c'est de faire en sorte que l'élection présidentielle ne se tienne pas. Ça veut dire que M. Denis Sassou Nguesso doit partir du pouvoir. Donc la France, on n'en a que faire aujourd'hui parce que ça fait longtemps que les Congolais vivent le malheur et les Français ne se bougent pas d'un seul iota. N'est-ce pas Jacques Chirac, le président français, qui avait organisé le coup d'État contre le professeur Pascal Lissouba en France? Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé. Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles d'août et de novembre 97, a contribué à l'arrivée de Sassou à Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. C'est bien, la France qui a... C'est documenté. Alors, donc, il ne faut pas aujourd'hui compter sur la France. La France ne fera rien. Je le dis à tous les Congolais. Comptons sur nous-mêmes. Merci. Les Congolais devraient compter sur eux-mêmes. De toute façon, on ne libère pas un peuple doit se libérer. Merci Jean-Bruce Pambou Malonda. Je vous en prie, monsieur. Merci d'avoir donc été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de l'université, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien professeur de l'Académie de Paris, chargé de recrutement au rectorat, ancien attaché parlementaire sous la législature de Jean-Pierre Twister-Chikaya, écrivain prolifique. C'était un plaisir pour nous de vous avoir encore eu sur notre plateau. Plaisir est partagé, monsieur. Merci. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Au revoir et à très bientôt. Merci.